s'adapter dans la maison où il était, on ne va pas forcément leur demander de partir, et du coup qui se retrouvaient complètement coincés pour faire des évolutions qui restent toujours quand même des évolutions mineures, mais effectivement changer ses fenêtres, faire une petite extension, c'est quand même un minimum. Voilà, ou des annexes ou des piscines. Ensuite, donc compléter des constructions qui peuvent changer de destination en zone agricole et naturelle, et notamment des bâtiments qui ont effectivement une qualité notamment patrimoniale. On a certaines granges avec encore des piliers en briques, on a des éléments qui servaient à l'activité agricole et qui ne sont plus du tout utilisés pour cela et qui périclitent. Donc en laissant cette possibilité de rénovation, ça permet effectivement de pouvoir valoriser ces bâtiments. Ensuite, réinterroger certaines règles des zones urbanisées et à urbaniser. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, la datation un petit peu des règles sur le logement social, sur le stationnement, sur les voies d'accès et sur les clôtures, qui est, voilà, les clôtures sont une source immense de conflits de voisinage divers et variés. Donc il y a vraiment pas mal de toilettage à faire pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus applicable et cohérent. Tous les emplacements réservés au-delà du numéro 19, puisqu'il y en a certains qui n'ont plus l'objet d'être, et de transférer certaines zones à urbaniser déjà construites en zone U. Donc on vous demande de nous autoriser effectivement à mettre en œuvre cette modification et de préciser comme modalité de concertation que le dossier sera à disposition à l'hôtel de ville, l'information sera faite via le site internet de la commune et que le bilan sera arrêté effectivement par ce même conseil municipal. Vous avez des questions? Monsieur Gallet. Oui, juste, bon, le contenu, je viens de étudier tout ça. Bon, ça me paraît assez cohérent, hein, avec ce qu'on avait vu il y a quelques années de cela, notamment au niveau de l'emplacement réservé. Je suppose bien entendu qu'au niveau du pastillage des zones H, les extensions et les annexes, vous le développerez plus tard, savoir à une concurrence de combien de mètres carrés. Ça sera précisé dans le travail, bien sûr. Voilà, intérieurement et tout voilà, ça. vous n'avez que les objets, effectivement, puisque comme vous le savez, dans le cadre des prescriptions, nous sommes dans l'obligation de détailler les objets, mais pas forcément la manière dont on voilà, ça. va le faire. Tout à fait. Ensuite, sur la zone UF, effectivement, c'était presque une nécessité, hein, je crois. C'est une nécessité. De revoir cela. Le pastillage également. De façon générale, moi, je suis favorable à cette modification. Ce qu'il y a avec toutes ces modifications, ces mises en compatibilité, tout ce que vous nous présentez ce soir, est-ce que vous n'avez pas peur que les services de l'État considèrent que tout cela remet en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme et que finalement ces délibérations ne se fassent pas retoquer par les services de l'État? Alors, vous anticipez... C'est pas chacune, si vous voulez, mais c'est dans leur globalité. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une requalification finalement de toutes ces délibérations relatives aux modifications des documents d'urbanisme qui sont simplifiés ou autres, enfin, et que finalement on dise non, ça ne marche pas, l'économie générale du PLU... On vous a bien compris, juste si vous me permettez de répondre, parce qu'après vous anticipez un petit peu sur mon propos parce qu'on va voir l'ensemble des projets. Mais en fait, tous ces projets ont été vus à la fois avec le Conseil des services d'agence technique départementale, donc qui nous aide, comme toujours dans l'élaboration, mais aussi conjointement avec les services de l'État, de la DDT, avec qui effectivement on travaille pour pouvoir faire en sorte que nous n'ayons pas de problème au moment de l'évaluation de ces délibérations. Donc effectivement, tous ces objets ont été discutés avec les services de l'État. Et c'est aussi le choix des procédures, on va en parler de suite, puisque en fait on a différents autres types de procédures. Donc cette modification, ce sont entre guillemets des petites choses. Les motifs sont exhaustifs, hein, donc effectivement, on le sait, quand on a une évolution de document d'urbanisme, beaucoup d'habitants souhaiteraient qu'on inscrive un ensemble de choses, mais ça ne sera pas forcément possible, donc il faut se rapprocher vraiment à ce qui est marqué dans les prescriptions.
Donc ensuite, on a deux procédures qu'on appelle des procédures de mise en compatibilité. Mise en compatibilité, pourquoi? Parce que justement, dans ce cadre-là, on considère que le projet d'aménagement et développement durable, qui est le socle du plan local d'urbanisme, ne prévoyait pas ces projets. Et donc effectivement, comme il va être réinterrogé, ce projet d'aménagement et développement durable, on est obligé d'utiliser ces procédures particulières. Donc ces deux procédures qui s'appellent les mises en compatibilité. Ça concerne donc de... Alors oui, je pouvais proposer, est-ce que vous voulez qu'on fasse un vote l'un après l'autre? Parce qu'on peut... on va voter l'un après l'autre, excusez-moi. Donc la modification numéro 2 du PLU de la commune d'Hauterive, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Donc la suivante, il s'agit de la mise en compatibilité numéro 1. Effectivement, il n'y avait pas eu de projet jusqu'à présent sur la ville d'Hauterive qui nécessite ce type de procédure un petit peu plus particulière, puisqu'elle va concerner une opération d'intérêt général, en l'occurrence la construction d'un pôle éducatif et sportif. Donc ce pôle éducatif et sportif est motivé par effectivement à la fois l'arrivée du lycée sur un secteur aujourd'hui, on l'avait vu en zone agricole, mais à l'occasion de ce projet, il y a effectivement un ensemble d'autres éléments à prendre en compte, notamment des équipements sportifs associés à ces installations, mais aussi tous les équipements d'aménagement. C'est vrai que l'arrivée de ce lycée sur l'entrée sud de la ville est l'occasion de repenser complètement cette entrée de ville, de la requalifier, de notamment faire en sorte que le quartier du Bouet, qui est aujourd'hui complètement décroché du reste de la commune, puisse être raccroché notamment en termes de circulation et notamment de circulation douce. Donc c'est un projet beaucoup plus global que simplement l'arrivée du lycée. Donc on propose cette mise en compatibilité. Ça veut dire quoi une mise en compatibilité? C'est que ce projet il a un intérêt général et n'étant pas dans le PADD ni dans le volet réglementaire écrit ni dans le volet réglementaire graphique, il va falloir effectivement faire évoluer ce PADD, rajouter ce projet-là. Donc on vous propose effectivement de relancer cette procédure. Dans ce cadre-là, cette étude permettra justement de bien présenter le projet dans sa globalité, de l'étudier et de montrer son intérêt général. Ensuite, il y aura donc le dossier de mise en compatibilité qui sera réalisé et qui sera présenté aux personnes publiques associées lors d'une réunion conjointe qui permet effectivement de valider ce projet. Les mesures de concertation qu'on vous propose là sont un petit peu plus importantes au regard de la taille du projet, puisque donc on propose effectivement de mettre à disposition un cahier de recueil donc à l'hôtel de ville, mais aussi d'installer des panneaux d'exposition à l'hôtel de ville qui permettront de tenir les Hauterivains au courant et de pouvoir insérer à la fois dans les bulletins municipaux, je voudrais même le bulletin municipal, mais certainement plusieurs, et sur le site internet de la commune, des articles présentant ce projet et son avancement, et ceci afin que les habitants aient une information suffisante. Donc, on vous propose de nous autoriser effectivement à réaliser cette mise en compatibilité. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Oliveira? Actuellement, le projet du lycée, est-ce qu'il a été voté ou pas au niveau du conseil régional? René, tu peux répondre? Non, mais je vais répondre. Oui. Alors voilà la lettre que j'ai reçue de Mme Carole, qui était là, quelque part. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse tout ça et puis qu'ils nous disent à la fin, ben, on a d'accord. Vous aussi, vous êtes sur cette non, position-là. Ça s'est tellement vu à certains endroits que... Alors, nouveau lycée à Hauterive. Monsieur le maire, suite à mon annonce de l'implantation de nouveau lycée sur la commune d'Hauterive, les études de faisabilité pour le choix du terrain ont pu avancer et aboutir grâce aux éléments communiqués par la mairie au service de la région, ce dont je vous remercie. Comme vous le savez, la région a décidé de construire un établissement dont la capacité sera d'environ 1000 élèves, qui disposera notamment de l'internat et d'une restauration scolaire. Aussi, suite au choix du terrain Bonnet, situé route d'Espagne sur la D820, je vous serai reconnaissante de bien vouloir nous confirmer les points suivants. Une cession gratuite à la région des terrains pour l'implantation du lycée. Le portage par la commune de l'aménagement de la parcelle, modification des règlements d'urbanisme
viabilisation du terrain, l'amener des réseaux d'assainissement de fluides et notamment fibre optique, la construction d'un gymnase sous maîtrise d'ouvrage communal, la mise en œuvre de l'aménagement global de l'entrée de ville au droit du lycée et l'adaptation pour la desserte véhicule, sites piétons et traversées et transports en commun en lien avec le conseil départemental de la Haute-Garonne. Cela comprend notamment, comme évoqué ensemble, la réalisation par la commune d'une voie douce piéton cycle en liaison avec les terrains de Grandjeu et la gare SNCF. Dans l'attente, je vous informe que je souhaite proposer le vote de cette opération au budget 2021 dans la perspective d'une ouverture en 2025. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, à l'expression de ma considération distinguée. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut avoir de plus, mais bon, pour l'instant, C'est en bonne voie, on va dire. c'est en très bonne voie. Il y a d'autres questions? Monsieur Gallet? Oui, juste. Bon, vous garantissez d'avoir pris la tâche des services de l'État et de la TD par rapport à ces propositions de délibération. Bon, j'en prends acte, mais c'est vrai que la mise en compatibilité, vous êtes certaine que la mise en compatibilité, dès lors qu'on touche au PADD, au projet d'aménagement et de développement durable, il ne faut pas passer par une révision. C'est une procédure, j'en conviens, parce qu'il y aura enquête publique, qui est relativement peu connue. Moi je la connaissais, mais si vous la connaissez, notamment, vous pouvez savoir qu'elle a été mise en place, notamment pour d'autres opérations du même type et d'autres opérations scolaires, que c'est exactement le type de procédure qui permet en même temps de constater, c'est bien écrit, l'intérêt général de l'opération, de constater qu'elle n'est pas inscrite au PADD, et que donc il faut l'inscrire au PADD. Donc la mise en compatibilité, si vous reprenez le code de l'urbanisme, est strictement faite pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous propose pas un autre type de procédure que nous allons voir ensuite sur les autres délibérations, qui s'appelle une révision allégée. C'est vraiment l'objet, je ne peux pas dire autre chose que ça, je pense que vous devez en convenir. Vous la connaissez, Si vous la connaissez, vous savez que l'objet c'est de modifier le PADD. Bien entendu, pas forcément. C'est pas forcément. C'est en tout cas cette procédure est la seule, dans celle que nous avons détaillée au-delà de la révision, qui permet de porter une modification sur le projet d'aménagement et de développement durable. Donc c'est celle-là qui a été discutée, proposée par les services qui nous accompagnent et qui vous est proposée ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je mets au vote. Qui est pour? Donc à l'unanimité, merci. Allez, encore une nouvelle compatibilité. Numéro 2. Numéro 2. Donc le numéro 2, ça concerne donc une opération dont on a pu parler dans ce conseil, mais qui est une ancienne opération, puisqu'elle avait été initiée par l'équipe précédente. Et effectivement, en recalibrant un petit peu, en regardant tous les détails, nous nous sommes rendus compte qu'il n'avait pas été procédé par l'équipe précédente à une évolution du PLU pour que ce projet soit totalement verrouillé d'un point de vue juridique. Donc nous vous proposons de mise en compatibilité là aussi pour réaliser la centrale de production photovoltaïque au sol sur le site de l'ancienne décharge. Effectivement, la vocation de ce secteur n'était pas détaillée dans le projet d'aménagement et développement durable qui ne prévoyait pas qu'on puisse réaliser ce type d'installation sur ce secteur. Eu égard à l'emprise importante, puisqu'on va couvrir tout le site de l'ancienne décharge et c'est quand même un projet assez d'envergure, eh bien on vous propose donc là aussi de décider d'initier une mise en compatibilité pour pouvoir effectivement mettre en place ce secteur de taille et de capacité d'accueil limitée au sein de la zone agricole. Les modalités de concertation qui sont proposées sont un peu plus simples que dans le cas précédent. La mise à disposition du public d'un cahier de recueil d'observation et l'insertion dans le bulletin municipal. Et sur le site internet, c'est vrai qu'on a là pour le coup un projet qui est quand même connu. Et je vous propose une modification, parce qu'il y a une petite erreur dans la délibération, présentant l'avancement du projet de mise en compatibilité, donc c'est au point numéro 3, insertion dans le bulletin municipal sur le site internet, présentant l'avancement du projet de mise en compatibilité. Est-ce qu'il y a des questions sur
cette mise en compatibilité. Juste une petite question. Monsieur Gallet. Oui, pardon. Juste une petite question. Est-ce que la commune a bien un recueil des actes administratifs a mis à disposition Oui, tout à fait. D'accord. Merci. C'est peut-être même vous qui l'avez mis en place à l'époque, j'espère. Je l'avais mis en place, mais il était très timide. Ah, des fois on fait des choses de manière très timide, hein, qui pourtant sont nécessaires. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de mettre au vote. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Maintenant, on révise. On va dans le un peu moins lourd en termes de procédure, en tout cas. Alors, il s'agit donc d'une révision allégée numéro 1, et vous allez avoir la numéro 2 qui va être en lien. Donc, je propose quand même qu'on discute des deux en même temps. C'est la question de l'accueil des gens du voyage. Puisque vous savez que donc, la commune a effectivement été dans l'obligation de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage qu'elle n'a jamais réalisée. C'est une obligation qui est toute récente, hein, puisque ça fait bien plus d'une dizaine d'années que nous sommes dans l'obligation, et il n'y a rien qui a été fait, et c'est un constat d'ailleurs partagé sur Haute-Garonne. Depuis 2012, aucune aire d'accueil de gens du voyage n'a été réalisée. Donc effectivement, depuis 2018, nous employons à trouver avec la communauté de communes une solution, et la communauté de communes a fait effectivement une proposition, puisque le terrain initial pour cette aire d'accueil du gens du voyage dont on a parlé tout à l'heure, était situé effectivement dans un secteur de la commune, et que c'était compliqué de pouvoir finaliser l'opération à cet endroit. Voilà, le fameux emplacement, ce qu'on a mis à jour, sur lequel effectivement la mairie n'avait pas donné suite à la mise en demeure d'acquérir. Donc du coup, on a effectivement une autre proposition de la communauté de communes pour créer cette aire d'accueil, donc qui sera de 10 places, puisque dans la modification du plan d'accueil des gens du voyage, effectivement, on est passé de 20 à 10. Et donc il faut là faire ce qu'on appelle un STECAL, c'est un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, qui permet effectivement en zone agricole de réaliser l'aire d'accueil des gens du voyage. Donc la procédure vous est présentée, effectivement c'est la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes du bassin Haute-Rivin, et le terrain a déjà été négocié par la communauté de communes avec le propriétaire. Donc pour pouvoir mettre en place ce STECAL, il faut réaliser cette procédure. Nous proposons comme modalité de concertation donc la mise à disposition du public d'un cahier de recueil et l'insertion dans l'hôpital municipal et sur le site des articles présentant l'avancement de ce projet de révision allégée. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais juste préciser que par contre ce projet a été présenté et débattu et validé en conseil communautaire. Monsieur Scapin. Oui. Serait-il possible d'avoir la position de cette aire? Où est-ce qu'elle va se situer? Où est le terrain? Sur la zone d'activité, La vigne. La vigne. Entre Miremont et Haute-Rivin. Le long de la... dans la zone Pompignan. Le long de la... À côté de la Toulousaine, c'est ça? À côté de la Toulousaine. Sur l'ancien emplacement réservé de contournement de la ville. Et l'aire d'aéromobilisme. Oui, sauf erreur de ma part, donc la création des aires d'accueil gens du voyage date de 1991, la loi E21 pour les communes de plus de 5000 habitants. Je ne voulais pas préciser que ça faisait tellement longtemps que cette obligation... Si vous avez dit une dizaine d'années, bon, ça fait plus oui, de 10 ans, ça fait 30 ans. j'étais fort gentille, je ne voulais pas prêter tort. Donc, si vous voulez, par rapport à cela, bien entendu, les textes prévoient que les aires d'accueil des gens du voyage doivent se trouver également à proximité des écoles et des commerces. Est-ce que, là c'est pareil, est-ce que vous pensez que ce manque de proximité, ou cet éloignement plutôt, est de nature à apporter un choix opportun du terrain dans la zone d'activité? Écoutez, nous avons le soutien de Madame le sous-préfet, j'espère que ce sera suffisant.
C'est pas le sous-préfet qui gère la communauté, enfin, le préfet a d'autres Il ne occupations. s'agit pas de la communauté, c'est la communauté. Non, il s'agit des obligations de la communauté. Oui, mais non, plus Plus maintenant. maintenant, depuis le transfert de Les compétences. obligations, c'est à la communauté. Tout à fait. Ce n'est plus la commune. Mais par rapport à votre question, hein, l'emplacement précédent réservé pour l'aire d'accueil n'était en ce sens pas différent, hein, puisqu'il était effectivement dans la zone d'activité de l'autre côté. La différence, c'est que là, par contre, en termes de commerce, il y a un peu plus de proximité, notamment par rapport aux surfaces alimentaires, et que trouver un terrain aujourd'hui à proximité des établissements scolaires d'Haute-Rive pour installer l'aire d'accueil, je pense que comme nous, précédemment, il n'y a pas eu d'autres idées plus lumineuses, puisqu'il n'y avait pas eu de proposition pour remplacer l'emplacement réservé précédent. Je pense que là, il y a quand même eu un travail, et surtout un travail qui a visé à pouvoir enfin réaliser cette obligation et pouvoir aussi, du coup, quand même s'occuper de cette localisation. Juste une dernière question, est-ce que cette aire d'accueil concernera sera mutualisée avec d'autres communes de plus de 5000 habitants? C'est pas possible. Il n'y a pas d'autres communautés. En fait, Il n'y en a pas sur Il y en a la communauté non, il n'y en a pas, monsieur de Galli. plus de 5000 habitants? Non. D'accord. Non, non. Et disons que dans le plan, nous étions effectivement sur le bassin haute-rivain, la seule commune concernée par cette obligation, mais il faut savoir que sur les obligations, effectivement, s'il y a d'autres communes qui doivent franchir ce seuil, à ce moment-là, elles seront elles aussi couvertes. C'est-à-dire que la compétence est communautaire, mais la localisation de l'aire d'accueil, elle sera effectivement sur la commune qui aura dépassé ces 5000 habitants. Donc aujourd'hui c'est nous, et demain il peut y avoir d'autres communes. Une précision quand même, parce que c'est en lien avec le point, la révision allégée numéro 2, je pense qu'il faut examiner les deux en même temps, c'est que ce qui a permis de réduire la taille de cette aire d'accueil, de passer de 20 à 10 places, c'est qu'en fait, en concertation avec les syndicats de gens du voyage au niveau départemental, et après beaucoup d'échanges avec le département, il est apparu que ces aires d'accueil de 20 places n'étaient pas forcément adaptées aux usages et aux besoins des populations de gens du voyage, qui effectivement, pour certains, souhaitent des localisations un peu plus sédentaires et qui leur permettent de s'établir et de ne pas bouger de communes. Donc c'est ce qu'on appelle les terrains familiaux. Et donc effectivement, nous n'avons pas à faire 20 places en aire d'accueil, mais nous devons quand même, en tout cas la communauté de communes, doit réaliser un certain nombre de terrains d'accueil familiaux. Donc on vous propose cette révision allégée numéro 2 pour déjà se préparer, puisqu'on est en recherche active, d'un terrain pour pouvoir réaliser un terrain familial sur la commune d'Haute-Rive. On nous en demande un, et l'objectif c'est surtout de pouvoir traiter et s'occuper des populations de gens du voyage déjà installées sur la commune et qui sont, on le sait pour certaines, dans des conditions de précarité ou justement d'illégalité. Donc l'objectif c'est de pouvoir anticiper, parce que bien entendu ces délibérations, je ne l'ai pas précisé au départ, mais vont nous permettre de faire la consultation au marché pour avoir le bureau d'études et que pour essayer d'optimiser aussi les coûts et les dépenses de la commune, on aimerait bien pouvoir recruter un bureau d'études pour faire l'ensemble de ces opérations. Monsieur Scalpin. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il y aura 2 aires d'accueil. Non, ce n'est pas du tout des aires d'accueil. Il y aura une aire d'accueil et un terrain familial. Oui. En fait, il nous est demandé, donc, dans le cadre du plan départemental d'accueil des gens du voyage, la négociation conduite entre le département, l'État et la communauté de communes du bassin haute-rivain, c'est de réduire la taille de l'aire d'accueil. L'aire d'accueil, elle n'est pas censée accueillir des sédentaires. Elle est là pour accueillir des populations qui se déplacent et qui restent. Et ensuite, il faut réaliser des terrains familiaux. Donc, il n'y a pas que sur la commune d'Haute-Rive qu'il y aura des réalisations de terrains familiaux. Ces terrains familiaux, en fait, ce sont des terrains pour accueillir une famille sédentaire. Ce n'est pas un ensemble de familles. C'est justement tout ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ça soit une cellule familiale unique, parce que pour ceux qui travaillent en lien avec les gens du voyage, et vous le savez peut-être, en fait, pour éviter les conflits, c'est bien pour les sédentaires de pouvoir avoir vraiment... À l'image de ce qui a été fait à côté de la Cobranche.
Non, pas du tout. Enfin, C'est un petit terrain qui ressemble à un terrain familial, il n'y a qu'une seule famille. Oui, mais ce n'est pas ce terrain-là qui est visé dans cette Ça, c'est bien compris, modification. c'est dit à l'image de ce qu'est. Oui, tout à fait. Et en termes de financement de cette terre et de ce terrain familial, puisque c'est de la compétence de la communauté de communes, pourquoi on parle de préserver les, je sais plus quel terme vous avez employé, les finances de la commune? Pour les études, M. Scapin, pour établir la révision allégée qui permet effectivement d'accorder l'urbanisme, puisque l'urbanisme est de compétence communale et non de compétence communautaire. Okay. Donc l'objectif, c'est de pouvoir recruter un bureau d'études qui nous accompagne pour cet ensemble de procédures et de non pas recruter au cas par cas, parce que de toute façon, ça serait du saucissonnage et vous nous le diriez. Donc on fait là une opération plus globale. Juste, l'obligation de la commune, c'est de créer uniquement 20 places d'accueil spécifiques. Il n'y a pas d'obligation de créer de... L'obligation de la communauté de communes de créer une aire d'accueil de 10 places et des terrains familiaux de 10 places aussi. Au total, répartis sur le territoire. C'est dérogatoire parce que sur les communes... C'est totalement dérogatoire sous l'entente avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Validé par les services de l'État. Parce que les communes de cette strate, normalement, n'ont d'obligation de créer que 20 emplacements. Mais donc là, c'est 10 et 10. C'est 10 et 10 et 20. Moi, j'ai un compte 30 sur les faits. Et comment? Les terrains familiaux 10 et... L'aire d'accueil 10. Bon. Voilà. C'est une négociation qui est plutôt, pour le coup, intéressante justement pour la commune, puisque au lieu de devoir faire 10 et 10 égale 20 sur la commune d'Autorive, effectivement, c'est 10 sur la commune d'Autorive plus un terrain d'accueil familial. Et il y aura d'autres terrains d'accueil familiaux qui répondront, eux, à d'autres problématiques sur d'autres communes du bassin autorien. Parce que bien sûr, sur les terrains familiaux, on peut aller ensuite au-delà de l'obligation. Ah oui. Oui, ça dépend du nombre de personnes qui sont déjà installées sur Oui, je l'entends. Je pense que beaucoup de communes vont au-delà de l'obligation. Alors, donc je vous propose de voter d'abord la révision allégée numéro 1, donc pour la création de l'aire d'accueil de 10 places des gens du voyage. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et donc la révision allégée numéro 2 qui concerne, elle, la réalisation d'un terrain familial en vue de l'accueil des gens du voyage. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. On continue à réviser, à force on va vraiment être fort. Exactement. Donc il s'agit de la dernière procédure qu'on vous propose donc, de réaliser de manière conjointe. C'est la révision allégée numéro 3 qui va concerner la station d'épuration des eaux usées, donc la nouvelle station intercommunale pour Haute-Rive et d'équipements complémentaires de valorisation des eaux. Donc la communauté de communes qui est compétente et qui a transféré maintenant la compétence à Réseau 31 avait déjà lancé le projet il y a de fort nombreuses années de création d'une nouvelle station d'épuration intercommunale qui prenait donc les communes d'Haute-Rive, Montrissac, La Grasse, Dupuy-Daniel, la zone industrielle et de Miremont. Donc ce projet comprend en plus la création, et ça a été présenté en conseil communautaire, d'unités de méthanisation pour valoriser les rejets de traitement et participer à l'effort de production de biogaz. Comme cela a été dit par Réseau 31 qui avait fait une présentation très intéressante à conseil communautaire et qui pourra, à notre demande, on a prévu de les faire venir présenter aussi ce projet en conseil municipal. C'est aussi pour pallier à une grosse problématique de traitement des boues d'épuration, puisque vous savez qu'aujourd'hui ces boues sont plus souvent répandues à l'état liquide et que ça génère quand même pas mal de désordres, notamment des désordres olfactifs. Et par rapport au Covid notamment, il y a eu une grande partie d'interdiction d'épandage de ces boues si elles n'étaient pas retraitées.
Donc Réseau 31 cherche aujourd'hui dans ses projets à pouvoir y ajouter, être un petit peu autonome sur les installations de traitement d'égouts. Et en plus, propose ici de faire un projet qui vient aussi dans le sens du développement durable, puisqu'on va se servir de la méthanisation pour pouvoir produire du gaz et le réinjecter directement dans le réseau. Il est à noter que la station d'épuration est à côté du champ photovoltaïque dont on parlait tout à l'heure, donc c'est vraiment sur ce secteur-là une vraie orientation de pôle d'énergie renouvelable pour la commune et ainsi participer à ce qui a été acté dans le plan climat-air-énergie territorial, à savoir faire en sorte que le pays effectivement devienne un pays à énergie positive, dans une région à énergie positive. Donc contribuer dans cette partie. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'atteinte aux orientations du PADD puisqu'il est envisagé de faire effectivement ce projet de station d'épuration et le terrain est vraiment attenant, mais se situe juste à côté, hors de... Voilà, c'est un agrandissement de déplacement pour aussi intégrer les contraintes du terrain. Donc il est proposé de prescrire cette révision allégée numéro 3. Et là aussi, l'importance du projet, de mettre en place un cahier, d'installer des panneaux d'exposition à l'hôtel de ville et de pouvoir insérer des mentions dans le bulletin municipal et sur le site internet. Parce que c'est vrai que c'est un projet sur lequel il sera important de pouvoir bien informer les autorités. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Olivera. Monsieur Olivera. Levez la main le premier. Oui, c'est au sujet des nuisances, parce que je suppose que l'accueil de ces boules de tous les villages aux alentours, ça va être une multiplication de camions. Est-ce que c'est prévu, il y a un tracé spécial pour gêner au moins le moins possible les habitants? Ensuite, les odeurs aussi qui vont se produire dans ce quartier. On a déjà France Gras qui est à côté de Poulus à Mélandia. Et ensuite, pour les boues résiduelles après méthanisation, elles sont très concentrées, surtout en plomb. Et l'épandage, si on le fait sur les terres cultivables. Non, il n'y aura pas d'épandage. Ah, il n'y a pas d'épandage, ils le prennent. Le compostage. Pas d'épandage. Et il y aura quelques camions, mais ce n'est pas énorme, parce qu'on ne remplit pas les camions de boue aussi vite que ça quand même. Et après, au niveau des odeurs, non, il y a très peu d'odeurs. Il y aura simplement une torche qui va se voir, mais et les odeurs n'ont rien à voir avec ceux de la. Et même voire même de la station d'épuration actuelle. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une amélioration des procédés et en fait justement sur un meilleur traitement sur ces filières des questions d'odeur. Voilà. Parce que ce que je craignais, c'était la pollution de l'Ariège qui est juste à côté. En fait. Alors ça c'est totalement... C'est le résultat de l'Ariège que les eaux propres. Tout à fait. Ouais. Et c'est éminemment contrôlé. Mais c'est vrai que ça sera intéressant lors de l'intervention de Réseau 31 qui... Voilà, ils nous l'ont proposé, c'est vrai que c'est intéressant, même si certains ont pu voir le projet au niveau du conseil communautaire, d'avoir la présentation qui permettra vraiment de vous donner des détails techniques, peut-être un peu plus que ceux que nous pouvons vous donner directement. Et vous pourrez à cette occasion leur poser effectivement des questions un peu plus d'ordre technique. C'est une évolution importante parce qu'actuellement notre station est de 10 000 équivalents habitants seulement, et comme vous voyez que nous sommes déjà pratiquement 10 000 pour ajouter Pinaniel, etc. Donc elle déborde. Donc ça sera une station qui aura 22 000 équivalents habitants, qui aura là une certaine marge. C'est notamment le fait de cette station saturée, puisqu'elle est effectivement aujourd'hui à un niveau de saturation qui avait contraint à garder certaines zones fermées à l'urbanisation et qui nous bloque toujours d'ailleurs pour ouvrir des zones à urbaniser, puisque c'était des zones qui avaient été fermées justement du fait de la capacité de la station. Et on n'accueille aujourd'hui que des projets en zone déjà ouverte, en zone... Madame Cavalier-Rigaud. Non. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un très beau projet. C'est très bien pour Autrive. J'avoue que le jour où je l'ai découvert, j'ai été particulièrement séduite et je serai à vos côtés pour vous aider dans la communication si vous avez besoin de moi. Voilà. Votre remarque, M. Gallet? Oui, je rajoute que dans le cadre de cette mise en œuvre de cette station d'épuration, il y aura une étude d'impact. Donc il faudra, donc, bien entendu, avec enquête publique,
Et il faudra bien voir, bon, les études d'impact, c'est des études quand même très sérieuses, très poussées, et donc il faudra qu'on verra après ce que dira l'étude d'impact, chacun pourra se rendre compte des nuisances ou pas des nuisances au regard de l'étude d'impact. Mais d'ailleurs les éléments, et c'est pour ça ce qui avait été présenté en conseil communautaire, les études, vous vous en doutez, sont déjà quand même bien avancées, et notamment l'évaluation des impacts, des nuisances, c'est des éléments sur lesquels vous pourrez avoir des éclaircissements auprès de Réseau 31. Qui n'avait pas sa première station. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet? Donc on pose au vote. Donc qui est pour? À l'unanimité, merci. Et j'en ai fini. Création d'un plateau ralentisseur ou de mail. Bon, je vais les fois sur le papier. Ouais. Non, il ne veut pas lui aussi. Ah, il faut appuyer. Ah oui, c'est bon. Donc, on vous présente une convention signée avec le département qui correspond à la création d'un plateau ralentisseur au croisement de la route qui correspond à la création d'un plateau ralentisseur au croisement de la route de Nadou avec la rue des Orchidées, et se rajoute donc un piétonnier qui rejoint donc le chemin Tournier. Voilà, comme c'est une route départementale, c'est normal de passer une convention avec eux. Donc les travaux seront faits par la Colas et les travaux seront suivis donc par le secteur routier. Voilà, donc je vous demande d'autoriser le maire à la signer. Est-ce que vous avez des questions? Dans la même délibération, on demande une aide au conseil départemental pour la création de ce plateau, pour la somme de 42 924 €, puisque le piétonnier avait déjà été subventionné. Oui, on fait en même temps. Est-ce que vous avez la dimension du plateau qui va être fait? Non. Non, parce qu'il faut que le plateau réponde à certaines normes. C'est pour ça que j'ai bien précisé que c'était le secteur routier qui est le représentant du maître d'ouvrage qui nous a donné les spécificités techniques. Alors là, je les ai pas sur moi, forcément. Et donc, si la convention peut être... le département peut revenir sur la convention si on n'a pas fait les choses aux normes. Parce que beaucoup se replient sur le centre d'études d'expertise de la CEREMA, et ça n'a pas foi au niveau de la loi. Parce que la réglementation, c'est 10 cm de hauteur et 4 mètres de long. Oui, 10 cm. Non, mais ça, vous parlez du plateau trapézoïdal. Vous avez oublié que la pente est de 5 à 10%. Ouais. Donc, par contre, après, il y a l'autre plateau qui, celui-là, il sera en pente de 4 mètres. Parce qu'il y a eu un arrêt de la cour d'appel administrative sur une mairie qui avait fait justement un plateau, une longueur de 15 mètres, et ils ont été condamnés à tout péter. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même veiller à ce qu'ils fassent, qu'on soit bien dans les clous. Oui, non, mais ça de toute façon. Parce qu'à la commune en question, ça leur a coûté 268 000 € qu'ils ont jeté, quoi. De toute façon, comme je vous le disais, c'est le secteur routier qui a les connaissances et les compétences pour nous dire c'est une route départementale, donc forcément. Mais ils ont fait des erreurs à certains endroits. Non, Ils ne renouvelleront pas les erreurs. On en reparlera tout à l'heure. Après, si c'est eux qui nous imposent des chiffres qui ne sont pas bons, forcément. C'est pour ça qu'il faut les avoir. Oui, non, il n'y a pas de souci. Bien. Oui. Qui mourrait, oui. Juste une question. Donc, au regard du produit des amendes de police, et c'est un programme qui se fait dans le cadre du produit des amendes de police. Ce programme, et par le biais des organisations également, c'est des demandes qu'on fait conjointement. Donc, à ce titre, vu que la demande a été faite en 2018, quel est le montant de la subvention qui a été arrêtée dans le cadre de cette opération en termes de produits d'amende de police? Ça, c'est la subvention qui considérera le piétonnier seulement. Oui. Ça a été demandé. Ah, vous n'avez pas demandé de subvention pour le plateau ralentisseur? On l'a demandé à l'amende de police, c'était l'année dernière, je crois qu'on l'a voté. Oui, mais c'est pour le piétonnier. Ah, pour le piétonnier. Pour le piétonnier. Mais pas pour le plateau ralentisseur, vous ne l'avez pas demandé? On la demande là.
D'accord. Voilà, c'est-à-dire elle sera réalisée après avoir eu connaissance de la subvention au titre des amendes de police. Non, elle sera réalisée à partir du moment où on aura fait la demande de subvention. D'accord, donc vous n'attendrez pas que le conseil départemental se soit prononcé au titre des amendes de police. Ça est le timing, mais bon, le conseil départemental ne demande pas de ne pas commencer les travaux avant. D'accord. Mais on ne sait pas quel sera le timing du conseil départemental sur la réponse. En principe, c'est en fin d'année. C'est à l'automne, on fixe les... Au regard quand même des nombreuses demandes qui avaient été faites sur cette entrée, notamment pour supprimer les coussins berlinois qui étaient en place au niveau de cette rue de Naïeux, qui étaient considérés comme dangereux. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect de subvention, mettre en place à la fois un trottoir et à la fois un dispositif de ralentissement de la vitesse, c'est vraiment prioritaire sur cette entrée qui sinon se prête quand même assez bien à des vitesses importantes. Donc au-delà de l'aspect de subvention, c'est quand même un projet qui est jugé complètement nécessaire et donc on ne va pas forcément attendre d'avoir le retour du montant de subvention s'il a été retrouvé. Sachant que je précise aussi que le panneau d'entrée de l'agglomération sera repoussé au niveau du lotissement du groupe. Oui, effectivement, parce qu'au titre des amendes de police et pour mettre les barreaux ralentisseurs, je pense que M. Castro ne contredira pas, il faut bien entendu que ce soit en agglomération et pas hors agglomération. Là, c'était déjà en agglomération. D'accord. C'est déjà en agglomération. Et en plus de ça, donc, le panneau va être reculé. Alors, on est au vote. On met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Le reste est pour. C'est la dernière délibération, mais il nous reste une quinzaine de questions diverses. Encore une fois, je n'ai pas fait tout. Alors, les questions donc, d'abord de M. Scapin, M. Gallet. Alors, j'avais comme question, la première, c'était sur la cloche. Vous voulez que je vous les pose, monsieur le maire? Allez-y, Si vous voulez. je l'ai expliqué. En plus, j'ai vu sur le mur de l'église, sur lequel il manque donc la fameuse cloche. Donc cette cloche a été enlevée, et pouvez-vous nous dire dans quel délai elle sera remise en place? C'est M. Massacré qui va vous répondre. Alors, au-delà de la plaisanterie en disant qu'elle n'arrivera pas pour Pâques 2021, je vais lire pour être factuel ce que j'ai écrit et pour éviter justement ce genre de réflexion de ma part. Parce que quand j'improvise, des fois, je délire. Le maire a été alerté de l'enlèvement sans autorisation de la cloche de l'église Saint-Paul en mars 2018. Le contexte de l'époque, élection municipale, a fait que nous avons sollicité un délai auprès de la DRAC afin de régulariser la situation. Ce délai a été de 6 mois après le dépôt d'une demande d'autorisation de travaux sur la cloche. En 2019, il a fallu reprendre le CERFA et compléter certaines informations. Grosso modo, l'année 2019 a été un échange régulier entre la mairie, la DRAC et l'entreprise qui s'occupe de la cloche, l'entreprise Baudet. En fin 2019, la DRAC sollicite auprès de l'entreprise Baudet un premier complément d'information. Un second sera demandé en 2020. Donc ça, c'est pour la chronologie. À ce jour, l'entreprise Baudet nous certifie avoir transmis à la DRAC les compléments d'information demandés. Nous avons eu cette semaine M. Navarro, qui appartient à l'entreprise Baudet. Ce dernier nous indique avoir rappelé sans succès la DRAC, car il manque toujours l'autorisation du préfet. Votre question nous permet donc de vérifier que cet interlocuteur de la DRAC n'était pas disponible depuis novembre 2020 jusqu'à ces derniers jours. Et pour dernière information, je pense que cette personne va revenir au mois de mars 2021. Donc en conclusion, les travaux ne sont même pas commencés.
Et à partir de là, je ne peux pas répondre à votre question. Elle va revenir. Elle va revenir. Peut-être pourquoi que 2022. Alors. Peut-être. Peut-être. Allez, peut-être. Alors, mais je voudrais quand même faire un petit commentaire en plus, évidemment, pour dire que ce défaut de prise de contact en amont avec la DRAC, au début, nous entraîne qu'on a peut-être perdu une subvention de 10 000 €. Et quand je parle de ça, c'est que ça remonte, la décision remonte à 2017. Supplémentaire. Sur la Covid-19. Sur le Covid-19, donc, est-ce que vous pourriez nous donner un bilan de la progression de la maladie sur Haute-Rive? Est-ce que les Haute-Rivains sont plus ou moins touchés que la moyenne nationale, que la moyenne régionale? Où en est-on de la vaccination des personnes de plus de 75 ans donc sur la commune? Avez-vous une liste des personnes vaccinées ou des personnes non vaccinées? Et bon, certaines personnes âgées n'arrivent pas à utiliser Internet pour prendre un rendez-vous. Et est-ce que la commune les aide et comment? Bien, alors d'abord sur la maladie sur Haute-Rive, alors je n'ai pas des informations très précises. Par contre, j'ai les mesures que fait le SMEA sur la station d'épuration. La dernière mesure qui a été faite semaine 6 note une baisse de la concentration, la concentration est plus faible que celle qui était en janvier. Ensuite, ce que nous dit le préfet assez régulièrement, il nous donne la moyenne départementale, mais c'est la seule précision. La moyenne départementale est à 187,4 sur le message du 8 mars, alors que le national est à 217,19. Donc le département est en dessous de la moyenne nationale pour l'instant. D'accord, il n'y a pas de statistiques locales. Pour la vaccination, c'est encore moins précis, puisque donc, en fait, on a 120 personnes qui sont vaccinées par semaine actuellement dans notre centre de vaccination. C'était toujours les personnes de plus de 75 ans ou de 50-75 ans avec comorbidité, avec le vaccin Pfizer. Voilà, donc 120 par semaine. Cette semaine, en plus, il y aura 66 doses supplémentaires qui sont données à ce centre-là. Il y en aura 30 qui étaient réservés à des prises de rendez-vous, et 36 qui étaient gérés directement par les docteurs. En plus de cela, 250 personnes ont été vaccinées ce dimanche, sans prise de rendez-vous obligatoire de vaccin AstraZeneca. Je rappelle également que les médecins vaccinent à leur cabinet leurs parents ont le même vaccin. Et j'invite les personnes qui souhaitent être vaccinées à prendre contact avec leur médecin traitant. Pour notre part, nous communiquons sur notre site et notre Facebook dès que nous avons des informations. Et pour les personnes les plus vulnérables et isolées qui sont inscrites sur nos listes d'appel de CCAS, nous les avons contactés pour les aider dans leur démarche. Très bien. Mais il n'y a aucune statistique haute-rivaine, puisque les gens qui viennent se vacciner, ils peuvent venir de n'importe où, même pas, ils peuvent venir de l'Ariège, même Mon inquiétude portait surtout sur les personnes isolées et donc je suis content d'entendre que le CCAS est appelé toutes les personnes. J'engage quand même toutes les personnes à prendre contact avec leur médecin traitant, c'est lui quand même qui est la cheville ouvrière là-dedans. Et enfin, notre troisième question concerne un volet, on va dire, RH. Notre attention a été portée sur le fait que les proches, notamment des parents d'élus de la commune, auraient été recrutés par la commune. Donc, si cela s'avère être le cas, ne pensez-vous pas que cette situation soit immorale ou puisse être sanctionnée au pénal? Et quelle procédure a été mise en œuvre pour ce recrutement? Et sur quels critères ce personnel a-t-il été recruté? Je donne la parole à Mme Zampès qui a participé à ce recrutement. Donc, à partir de janvier 2021, une personne est partie à la retraite. Donc, il y a eu un recrutement en interne, ce qui a fait que ça a laissé un poste vacant sur des temps de ménage, entre autres. Donc, nous avons proposé en interne, pareil, et là, personne ne s'est positionné. Donc, nous avons décidé, avec la coordinatrice du personnel des écoles, de mettre en place une commission qui a eu lieu le 19 février
Elle avait en sa possession une dizaine de CV. Elle a contacté les personnes par téléphone, par mail. Seulement 4 ont répondu favorable. Donc les autres n'ont pas répondu parce que soit ils occupaient un poste depuis le temps, soit le poste proposé, qui est un poste de remplacement de 20 heures, ne correspondait pas à leurs attentes. Donc nous avons reçu ces 4 personnes, sachant que lors des commissions, en général sont présentes la coordinatrice, un élu et un agent du service RH. Et ce jour-là, l'agent n'a pas pu se détacher du service RH, donc nous avons candidaté les personnes. La procédure de recrutement se passe de cette façon. Nous avons une grille d'entretien de recrutement avec des critères bien établis et en fonction du poste proposé. Donc là, le poste était à pourvoir très rapidement, donc au 1er mars, dont nous passions la commission au 19 juillet, pour le 1er mars. Donc nous avions